le lustre en cristal projetait des ombres dansantes sur la table à manger en acajou tandis que la famille Morrison se réunissait pour leur dîner de Noël annuel. 23 personnes étaient entassées dans la grande salle à manger du domaine familial, leur voix créant une symphonie de joie festive qui aurait dû réchauffer mon cœur. Au lieu de cela, je ressentais le froid familier d'être l'étranger regardant de l'extérieur. Je coupais dans mon rôti de côte lorsque la voix tonitruante de l'oncle Robert fit taire la table. « Tu sais, Marcus, dit-il, le visage rouge d'avoir trop bu, j'ai réfléchi au plan de succession pour Morrison Industries. » Ses yeux brillaient d'une intention malveillante alors qu'il me regardait directement. « L'entreprise familiale est seulement pour la vraie famille. Pas pour des enfants adoptés comme toi. » Le silence qui suivit était assourdissant. Puis, comme une digue qui cède, les rires éclatèrent. La cousine Jennifer faillit s'étouffer avec son champagne. Tante Patricia se couvrit la bouche, essayant de cacher ses gloussements. Même mon père adoptif, Thomas Morrison, l'homme qui m'avait élevé depuis mes 8 ans, ne fit que paraître mal à l'aise et ne dit rien. Je sentis mon visage brûler de honte. 27 ans, MBA de Harvard, réussissant par moi-même, et j'étais encore le cas de charité qu'ils avaient accueilli après la mort de mes parents dans cet accident de voiture. J'abaissai la tête, fixant mon assiette tandis que les rires continuaient de me submerger comme une pluie acide. « Oh, Robert, tu es terrible », réussit finalement à dire tante Patricia entre deux gloussements. Mais honnêtement, quelqu'un devait le dire. Je m'excusai silencieusement, marmonnant quelque chose à propos de prendre l'air. Personne ne remarqua mon départ. Debout sur la terrasse enneigée, je sortis mon téléphone avec des doigts tremblants. Le contact que je composais était quelqu'un que j'avais appelé maintes fois auparavant, mais jamais pour quelque chose comme ça. « Jonathan ? C'est Marcus. Il faut que tu fasses un retrait dès demain matin. » « Bien sûr, monsieur Morrison. » « De quel montant parlons-nous ? » Je pris une profonde inspiration dans l'air glacé de décembre. « Tout. Chaque centime de l'investissement Blackstone Holdings dans Morrison Industries. Les 50 millions. » Il y eut un silence. Jonathan Whitfield était mon conseiller en investissement depuis 5 ans, depuis que j'avais lancé ma propre société de capital investissement. Il savait qu'il ne fallait jamais remettre en question mes décisions, mais ceci était différent. « Monsieur, êtes-vous sûr ? C'est votre entière participation dans l'entreprise familiale. Ce retrait va déclencher des conséquences sérieuses. » Je suis sûr. Passe l'appel à 9 heures précises. Cette nuit-là, je restais éveillé dans ma chambre d'enfant, fixant le plafond où j'avais autrefois collé des étoiles phosphorescentes. Je pensais au garçon de 8 ans qui était si reconnaissant d'avoir à nouveau une famille, qui avait tant essayé de gagner leur amour et leur acceptation. Ce garçon n'existait plus maintenant, remplacé par un homme qui venait d'apprendre une leçon précieuse sur le sang et la loyauté. Le lendemain matin, je sirotais un café dans mon appartement en centre-ville lorsque mon téléphone se mit à vibrer. Je le laissai sonner. Puis encore. À 10 heures, j'avais 17 appels manqués de différents membres de la famille Morrison. L'oncle Robert fut le premier à percer mon silence, probablement parce qu'il fut le premier à réaliser ce qui se passait. « Marcus. Qu'est-ce que tu crois faire ?» Sa voix était rauque de panique. « Bonjour, oncle Robert. J'espère que vous passez un agréable lendemain de Noël ? Ne joue pas avec moi, garçon. Jonathan Whitfield vient de m'appeler. Il dit que tu retires ton investissement. » Tout. C'est exact. Tu ne peux pas faire ça. Cet argent, nous avons besoin de ce capital pour l'expansion sur les marchés européens. Le conseil d'administration commence déjà à poser des questions sur notre liquidité. Je me laissais aller dans mon fauteuil en cuir, regardant la silhouette de la ville. Je n'en doute pas. Marcus, écoute-moi. Nous pouvons arranger ça. Hier soir, j'ai peut-être un peu trop bu. Tu sais que je ne voulais pas. Oh, mais si, vous le vouliez. Vous le vouliez tous. Ma voix était calme, étrangement calme. Les rires l'ont rendu très clair. Au téléphone, j'entendais des papiers s'agiter, les cliquetis frénétiques d'un clavier. Robert était en pleine crise. D'accord, d'accord. Peut-être avons-nous été injustes. Mais tu es de la famille, Marcus. Tu es un Morrison. Le suis-je ? Parce qu'hier soir, vous avez été très clair sur le fait que je ne le suis pas. Et vous savez quoi, oncle Robert ? Pour la première fois en 19 ans, je suis reconnaissant pour cette clarté. La ligne devint silencieuse, excepté son souffle laborieux. L'expansion européenne est morte sans ton investissement, murmura-t-il enfin. J'imagine que oui. Nous allons tout perdre. L'entreprise a été endettée pour cette expansion. Si nous ne pouvons pas montrer aux banques que nous avons un soutien adéquat. Peut-être auriez-vous dû y penser avant de décider que les dîners de famille étaient un lieu approprié pour une humiliation publique.
Ma ligne secondaire sonnait. L'identifiant de l'appel montrait Thomas Morrison, mon père adoptif. Oncle Robert, j'ai un autre appel. Passez une excellente journée. Je changeai de ligne. Bonjour, papa. Marcus. Sa voix était tendue. Fils, il faut qu'on parle. Je t'écoute. Cette affaire avec l'investissement, ce n'est pas seulement l'expansion de Robert. Toute l'entreprise est interconnectée. Si Morrison Industries fait faillite, cela affecte tout le monde. Les fonds en fiducie de tes cousins, la fondation familiale, des dizaines d'employés qui sont avec nous depuis des décennies. Pendant un instant, je ressentis un frisson de cette ancienne culpabilité, ce besoin désespéré de plaire qui avait défini mon enfance. Puis je me souvenais des rires. Tu étais là hier soir, papa. Tu as entendu ce qu'il a dit. Tu as vu comment tout le monde a réagi. Je sais, et j'aurais dû dire quelque chose. J'aurais dû te défendre. Mais tu ne l'as pas fait. Le silence s'étira entre nous comme un abîme. Tu as raison, finit-il par admettre. Je t'ai laissé tomber. Nous avons tous échoué. Mais Marcus, tu es au-dessus de ça. Tu es au-dessus de la vengeance. Ce n'est pas de la vengeance, papa. C'est du business. Oncle Robert a clairement dit que les enfants adoptés n'ont pas leur place dans l'entreprise familiale. Alors je m'en retire simplement. Entièrement. À midi, mon téléphone ne cessait de sonner. Mon cousin David, qui avait hérité de la cuillère en argent de son père ainsi que de ses dettes de jeu, sanglotait presque en expliquant que son fonds en fiducie était bloqué dans les actions de Morrison Industries. Tante Patricia, soudain peu amusée par les dynamiques familiales, laissa un message vocal me suppliant de « penser aux enfants ». Les enfants. Je faillis rire. J'avais été l'un de ces enfants autrefois, désespéré d'être accepté, prêt à tout pour appartenir. À 14 heures, l'oncle Robert se présenta à mon immeuble. Le concierge appela pour savoir si je voulais le voir. J'allais presque dire non, mais la curiosité l'emporta. Il avait l'air terrible. Ses cheveux argentés habituellement impeccables étaient en désordre, son costume coûteux froissé. L'homme arrogant d'hier soir avait été remplacé par quelqu'un qui semblait porter pleinement ses 62 ans. Et puis j'entrai. Je me décidai à m'écarter, lui indiquant le salon. Il s'assit lourdement sur mon canapé, les mains légèrement tremblantes en retirant son manteau. J'ai passé la matinée avec des avocats et des comptables, commença-t-il. La situation est pire que ce que je pensais. Je me servis un scotch mais ne lui en proposai pas. Quand nous avons utilisé l'entreprise pour l'expansion européenne, nous avons mis ton investissement en garantie. Les banques réclament les prêts. Nous avons 72 heures pour remplacer le capital ou faire face à une procédure de faillite. Cela semble être une mauvaise planification financière. Son visage devint rouge. Ne sois pas arrogant, Marcus. Cela affecte ton père aussi. Tout ce pourquoi il a travaillé, tout son héritage. Son héritage? Je posai mon verre plus fort que nécessaire. Son héritage, c'est d'élever un fils qui a appris que l'amour est conditionnel et que la famille se définit par le sang plutôt que par les liens. Ce n'est pas vrai. Ne laisse pas? Quand m'as-tu présenté pour la dernière fois comme ton neveu sans le qualificatif « adopté » ? Quand l'un de vous m'a-t-il défendu alors que quelqu'un faisait un commentaire méprisant sur ma place dans la famille? La bouche de Robert s'ouvrait et se refermait comme un poisson hors de l'eau. Nous savions tous les deux que la réponse était jamais. Je peux arranger ça, dit-il désespérément. Je vais réparer. Excuse publique, tout ce que tu veux. Ce que je veux, c'est quelque chose que tu ne peux pas me donner, oncle Robert. Je veux 19 années où je me suis senti appartenir. Je veux une famille qui m'ait choisi, non par obligation ou pitié, mais par amour. Nous t'aimons. Je ris, et le son fut amer dans le silence de la pièce. Vous aimez l'idée de vous voir comme des gens généreux et charitables qui ont recueilli un orphelin. Mais vous ne m'avez jamais aimé. Il resta silencieux longtemps, fixant ses mains. Quand il leva enfin les yeux, il avait des larmes dans les yeux. Tu as raison, murmura-t-il. Mon Dieu, tu as raison. Nous t'avons échoué. Je t'ai échoué. Il prit une respiration tremblante. Mais Marcus, des innocents souffriront si Morrison Industries tombe. Émilie vient juste de commencer l'université, ses frais viennent du fonds familial. Les enfants de David, tes petits cousins, leurs fonds universitaires sont tous liés aux actions de l'entreprise. Alors peut-être que la famille aurait dû y penser avant de me faire comprendre que je n'en faisais pas vraiment partie. Je me dirigeai vers la fenêtre, regardant la rue en contrebas. Les acheteurs de Noël passaient en courant, chargés de paquets, se dirigeant vers des familles qui voulaient qu'ils soient là. J'ai une proposition, dis-je sans me retourner. Un espoir trembla dans sa voix. Dis-moi. Je vais remettre l'argent. Tout.
Mais à certaines conditions. N'importe lesquelles. D'abord, tu me céderas tes actions de contrôle de Morrison Industries. Pas seulement les droits de vote, la pleine propriété. Marcus, c'est. Je n'ai pas fini. Je me tournai pour lui faire face. Ensuite, tu présenteras publiquement tes excuses lors de la fête du Nouvel An devant toute la famille et le conseil d'administration. Pas un vague, je suis désolé si tu as été offensé. Une vraie excuse, reconnaissant exactement ce que tu as dit et à quel point c'était faux. D'accord, oui. Je peux le faire. Troisièmement, tu démissionneras du conseil d'administration et n'auras plus aucun rôle opérationnel dans l'entreprise à l'avenir. Son visage devint pâle. L'entreprise est ma vie, Marcus. Et hier soir, tu as clairement montré que je n'avais pas ma place dans ta vie. Considère ceci comme une leçon sur les conséquences. Et si je refuse? Alors tu pourras expliquer à la famille comment ton besoin de m'humilier lors du dîner de Noël leur a coûté tout ce qui leur était cher. Les 72 heures suivantes furent un tourbillon de documents juridiques, de réunions d'urgence du conseil d'administration et de drames familiaux qui auraient fait la fierté de Shakespeare. Fidèle à sa parole, l'oncle Robert céda ses actions. L'argent fut transféré à nouveau sur les comptes de Morrison Industries. L'expansion européenne était sauvée. La fête du Nouvel An arriva avec tout le faste pour lequel la famille Morrison était connue. 200 invités remplissaient la salle de bal du domaine familial, ignorant du drame qui s'était joué dans les coulisses. J'arrivais avec un léger retard, portant un smoking sur mesure qui coûtait plus que la voiture de la plupart des gens. Dès que j'entrais, les conversations cessèrent. La nouvelle du changement de propriété s'était répandue. Je n'étais plus seulement le fils adopté, j'étais désormais le propriétaire majoritaire de Morrison Industries, devenant de fait le chef de l'entreprise familiale. L'oncle Robert me trouva près de la fontaine de champagne. Il paraissait plus petit, diminué d'une certaine façon. « Es-tu prêt ?» demandai-je. Il hocha la tête, le visage grave. « Marcus, après ce soir, après les excuses, pourrions-nous essayer de recommencer? Essayer d'être une vraie famille. » J'étudiai son visage, cherchant un signe de l'homme qui m'avait humilié publiquement une semaine plus tôt. Ce que je vis à la place fut un véritable remords et, peut-être pour la première fois, du respect. « Nous verrons, oncle Robert. Nous verrons. » Il se dirigea vers la petite scène où jouait le groupe, prenant le micro de ses mains tremblantes. La pièce devint silencieuse. « Mesdames et messieurs, famille et amis, je dois dire quelque chose ce soir. » Sa voix résonna dans la salle. Il y a une semaine, lors de notre dîner de Noël, j'ai dit quelque chose de cruel et d'impardonnable à mon neveu, Marcus Morrison. Je regardais les visages dans la foule, observant le choc et le malaise tandis qu'il continuait. Je lui ai dit que l'entreprise familiale n'était destinée qu'à la vraie famille, pas aux enfants adoptés. Je me trompais. Non seulement je me trompais, j'étais cruel, sans cœur, et j'ai trahi toutes les valeurs que notre famille prétend chérir. La salle était maintenant silencieuse. Même le personnel s'était arrêté de bouger. Marcus Morrison est le fils de mon frère Thomas depuis 19 ans. Il a été membre de notre famille non pas par le sang, mais par choix, amour et engagement. Il a tous les droits à sa place dans cette famille et dans notre entreprise, plus de droits que certains d'entre nous qui y sommes simplement nés. La voix de l'oncle Robert se brisa légèrement. Je suis désolé, Marcus. Publiquement, sincèrement et du fond du cœur. Tu es de la famille. Tu l'as toujours été. Les applaudissements qui suivirent furent timides, maladroits. Mais c'était quelque chose. Je me frayai un chemin à travers la foule jusqu'à la scène, prenant le micro des mains de mon oncle. Merci, Robert, dis-je, et je le pensais. Ce qui s'est passé la semaine dernière a été douloureux, mais cela m'a aussi appris quelque chose de précieux sur qui je suis et ce que je vaux. Je regardais la mer de visage ma famille, pour le meilleur ou pour le pire. Morrison Industries continuera à prospérer sous une nouvelle direction. Nous nous étendrons sur de nouveaux marchés, créerons de nouvelles opportunités et construirons quelque chose de grand ensemble. Mais nous le ferons en tant que vraie famille, une famille définie non par le sang, mais par le choix de se soutenir les uns les autres, surtout quand c'est difficile. Alors que minuit approchait et que le compte à rebours commençait, je me retrouvais entouré de membres de la famille qui, peut-être pour la première fois, me regardaient non plus comme le cas de charité qu'ils avaient accueilli, mais comme l'homme qui tenait désormais leur avenir entre ses mains. L'oncle Robert apparut à mes côtés alors que la foule criait « Bonne année ». Alors, dit-il doucement, que se passe-t-il maintenant? Je pensais au garçon de 8 ans qui voulait simplement appartenir, et à l'homme que j'étais devenu réussi, indépendant et enfin sûr de ma propre valeur. Maintenant, dis-je, regardant les feux d'artifice illuminer le ciel par les fenêtres de la salle de bal, nous allons découvrir de quoi cette famille est vraiment faite. 6 mois plus tard, Morrison Industries avait réalisé sa plus grande expansion réussie de son histoire. L'oncle Robert, malgré son rôle réduit, était devenu l'un de mes conseillers les plus fiables,
son expérience se révélant inestimable même si son jugement l'avait autrefois trahi. Mais plus important encore, pour la première fois en 19 ans, lorsque quelqu'un me demandait ma famille, je ne me préparais plus automatiquement aux précautions à propos de l'adoption. Je souriais simplement et parlais des personnes qui avaient choisi de m'aimer et que j'avais, à ma manière, choisi de pardonner. Après tout, parfois les familles les plus fortes sont celles qui survivent aux fractures et trouvent un moyen de guérir plus fort qu'avant. Parfois, la meilleure revanche n'est pas la destruction, c'est la transformation. Et parfois, être la personne plus grande signifie utiliser son pouvoir non pas pour écraser ceux qui vous ont fait du mal, mais pour leur montrer qui vous êtes vraiment et ce que vous valez vraiment. Au final, cette leçon valait bien plus que 50 millions de dollars.